Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter Sophie Poirier. Sophie, sois la bienvenue parmi nous. Ben, merci beaucoup pour cette belle invitation. C'est toujours un honneur pour moi d'être invitée. Merci à toi. J'aimerais commencer en te demandant qui es-tu, Sophie, quel genre de femme tu es et qu'est-ce qui constitue ton univers en 2021? Oh là là! En fait, on n'entend pas souvent dire ça, je crois, mais moi, j'ai un côté très introverti et extroverti. Comme OK. par exemple, quand je fais des émissions, ben, j'ai mes propres émissions. Je suis une personne qui va être capable de, tu sais, de prendre parole, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai un côté aussi qui est plus artiste. J'écris aussi, je suis écrivaine. Mhm. Donc là, je tombe dans ma bulle, hein. Je suis vraiment OK. comme dans, dans ma bulle, là, sérieuse. Et quand je suis extrovertie, ben là, je peux m'amuser un peu, puis mais j'ai vraiment les deux côtés. Tu sais, souvent, on entend les gens dire t'es soit un, soit l'autre, mais moi, Mhm. je suis pas mal 50-50, je vais te dire. Puis, et j'aime ça, être comme ça. J'ai besoin de ça pour avoir mon équilibre. Mm. Parce que quand je Exact. suis trop un ou l'autre, je suis pas bien. Mm. Mhm. Fait que c'est vraiment ça. Ça, c'est au point de vue personnalité. Ben là, je disais, moi, je fais de l'écriture puis des conceptions vidéo inspirées. OK. Moi, j'ai vécu une expérience paranormale avec le frère André de l'Oratoire Saint-Joseph. Et depuis, il m'inspire beaucoup. Donc, moi, c'est Mm. plus au niveau des vibrations. J'ai beaucoup de synchronicité. C'est ça qui m'amène à, à savoir, à comprendre les réponses, les réponses du frère André. Puis à part de ça, ben, je suis une fille qui s'entoure d'un beau cercle d'amis. Pour moi, c'est important, les gens qui ont tu sais, des valeurs humaines solides. Puis, Mhm. présentement, ça paraît pas, là, parce que j'ai un beau sourire, puis je suis toujours comme ça, mais je vis des défis assez importants. Je suis une fille à défis, mais il y en a qui sont plus durs que d'autres, hein. Mhm. Mais c'est correct. Je trouve des solutions, puis ça va de mieux en mieux. Super. Puis dis-moi donc, Sophie, il y a 10 ans, tu étais qui exactement? Hmm. Ben, j'ai toujours été pas mal la même personne, sauf que quand j'étais jeune, là, je parle Mhm. quand mettons, avant mes 25 ans environ, OK. j'étais très timide. J'étais une fille qui était très, OK. très timide. Aujourd'hui, je suis plus du tout comme ça. Je pense que je confondais quand j'étais jeune mon côté introverti. Parce que Mhm. je pensais que j'étais gênée, mais je ne l'étais pas. Je ne sais pas si tu me suis, là. Oui. Mais mon côté extraverti était pas vraiment développé quand j'étais jeune. Il Mhm. s'est développé plus loin. J'étais beaucoup plus angoissée. Tu sais, je m'en faisais OK. avec tout. J'étais une hypersensible, fait que tout m'affectait. Mhm. Fait que ça, c'était difficile. Puis, moi, je me suis vraiment donné une mission de vie aussi avec le frère André. Tu sais, je voulais vraiment toucher le cœur. Tu sais, c'est gros, là, mais c'est vraiment ça que je voulais. Je voulais vraiment toucher le cœur de l'humanité avec les messages que je voulais passer et tout ça. Et ça, ben, sans m'en rendre compte, ça me mettait de la pression. OK. Ça me mettait beaucoup, beaucoup de pression parce que, dans un premier temps, comme que j'explique des fois là, quand je fais mes propres émissions, c'est que moi, je suis un autodidacte tu sais, dans pas mal Mhm. tout ce que je fais. Et même au niveau de la spiritualité, je suis un autodidacte, dans le sens OK. que je n'ai jamais suivi de cours. Tu sais, j'ai jamais suivi de cours en spiritualité. Mais là, je commence. Là, tu sais, je commence à OK. suivre des choses pour en apprendre plus. Donc, c'était pas évident, tu sais, quand tu es autodidacte, de toujours savoir euh, où tu t'en vas. Fait que Mhm. ça me rajoutait comme une pression sur les épaules, là, tu sais, supplémentaire. Ouais. Hmm. Mm. Puis, ça t'est arrivé à quel âge, cette expérience-là? Mon expérience paranormale, tu veux dire? Oui. Ou paranormale, je devais avoir aux alentours de 22-23 ans, je dirais. À OK. peu près. Je me rappelle plus. Dans mon livre, je l'ai écrit parce que dans ce temps-là, OK. ça fait plus que 5-6 ans là, qui est écrit. Fait que OK. j'ai perdu un petit peu la mémoire, mais je l'avais calculé mon âge approximatif, mais ça devrait être à peu près ça. OK. Début Ouais, vingtaine. ouais. OK. Moi, je l'avais vu, le frère André, là. C'est vraiment une OK. expérience paranormale, là. Ouais. Ouais. OK. Puis, est-ce que tu dirais que c'est ça ton événement bascule dans ta vie? C'est vraiment ça qui a fait qu'il y a eu une Sophie d'avant Euh, puis une d'après? Ou... Ben, oui, oui, d'une certaine façon, parce que moi, quand j'étais jeune, là, je me sentais comme un extraterrestre. Tu sais, Mhm. moi, puis c'est ça qui faisait aussi que j'avais un côté introverti, parce que je me sentais Mhm. pas comme tout le monde, tu sais. Puis j'avais comme une vision du monde, puis je me disais, moi, là, je crois pas à ça que sur Terre, c'est l'enfer. Je croyais pas à ça. Je croyais que c'était vraiment comme que les êtres humains qui comprenaient pas quelque chose. OK. Tu sais, qui comprenaient pas quelque chose, puis quand le frère André est venu, tout, moi, j'ai demandé au frère André de m'aider à écrire justement ma vision de la vie, mais de me donner des réponses aussi, parce que
je le ressentais, mais je ne savais pas comment l'exprimer de la bonne façon pour que les gens Mhm. puissent comprendre. Tu sais. Et oui, fait que ça a été quelque chose, mais oui, ça a eu un gros changement dans ma vie parce que quand j'ai eu terminé d'écrire mon livre, moi, j'étais épuisée parce que quand j'étais beaucoup plus à ce moment-là, même si j'étais spirituelle, j'étais plus dans l'être, dans le faire que dans l'être. Mhm. J'ai appris avec ça parce que, comme je disais, je ne prenais pas de cours en spiritualité. Mais tu sais, je n'ai pas Mhm. appris ces choses-là. Ouais. Tu sais, comme... Donc, oui, j'étais beaucoup plus dans le faire. Donc, ça, c'est une chose que j'ai changé. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus au Ok. jour le jour. Je me mets beaucoup moins de pression sur les épaules. Mais l'écriture de mon livre m'a épuisée parce que je travaillais à ce moment-là 40 heures par semaine. C'était un travail qui était physique. Et ça m'a même amené jusqu'à un épuisement total, une dépression, où ça va amener à une tentative de suicide. Hmm. Et la raison de ça, c'est, ben oui, évidemment, c'était l'épuisement, mais c'était surtout, euh, j'avais l'impression que j'avais livré mon projet, puis que ma mission était comme accomplie, mais j'avais plus la force d'aller plus loin. J'étais Ok. comme brûlée. Puis j'avais plus la force, puis j'avais pas la. Je pense que je manquais de confiance en moi. Oui, j'étais Mhm. capable de l'exprimer par écrit, mais pas verbalement. Ok. Parce que j'étais encore introvertie à ce moment-là. Là. Tu sais, j'étais Mhm. encore en train d'avoir une espèce de transition là, entre Mhm. les deux Sophie. Là. Mhm. Je comprends. Puis, C'est toute mais une oui, transition. mais j'étais capable, c'est comme par exemple, j'étais souvent en charge, moi, sur le marché du travail, puis j'étais capable de faire des meetings, des choses comme ça. Mais parler de mon phénomène paranormal, de Mhm. parler de tout ça, je trouvais ça difficile parce que euh, c'est pas tout le monde qui sont ouverts à ça. Tu sais, Mhm. aujourd'hui, les gens sont plus ouverts à ça, mais moi, quand ça m'est arrivé, j'avais beaucoup de pression sur les épaules parce que je ne savais pas, moi, qu'il y avait autant de monde que ceux qui avaient vécu des expériences paranormales, qui étaient dans l'énergie, qui étaient dans la spiritualité. Tout ce que je Mhm. voyais de la spiritualité, c'était la religion. Puis pour moi, la religion, Mhm. même si c'est le frère André, je connecte au frère Mhm. André, c'est pas du point de vue religion, là, c'est plus du côté Mhm. spirituel. OK. Fait que le fait d'avoir l'impression, puis c'était pas mon ego, là, tu sais, j'avais vraiment l'impression que c'était rare les gens qui vivaient ce que j'avais vécu. Mhm. Puis c'était lourd à porter parce Ben, je que comprends. c'était comme une responsabilité que je ne savais pas quoi faire avec. Mhm. Tu sais. Mais si j'avais connu des gens, mettons, comme toi ou tu sais, d'autres personnes qui sont dans ce monde-là, j'aurais suivi un autre pattern, tu sais, un autre cheminement, ben, probablement que je l'aurais vécu plus facilement, mais je ne savais même pas que ça existait. C'est Tu ça. sais, je ne savais même pas qu'il y avait des gens comme ça. Ouais. C'est ça. Ben, je comprends. Maintenant, c'est facilitant. Tu sais, avec Oui, Internet, on crée des ben connexions oui, facilement avec, tu sais, là, c'est là qu'on se rend compte à quel point il y en a. il y en a Puis il y en a beaucoup. de plus en plus qui Oui, osent ça roule. justement se Oui, dévoiler, s'ouvrir, puis oui, aussi se dévoiler parce que, absolument. Oui, comme tu dis, on est plusieurs à s'être sentis comme ça, un peu extraterrestre, un peu à l'écart. oui, De la société. oui. Mais là, à travers ça, est-ce que tu dirais que c'est beaucoup tes peurs qui te retenaient ou en tout cas, à quelle peur tu as dû faire face au fil de ton évolution là, dans cette expérience-là? Ben, ça a été, écoute, moi, c'est quand même assez récent là, que j'ai été capable de l'exprimer. Puis, écoute, c'est quand que j'ai parti mon émission Ma Voix, il y a 2 ans, OK. ben, presque 2 ans, là, quand Mhm. que, quand que j'ai perdu mon emploi face au COVID. Puis, à force de parler avec des gens, parce que moi, je rencontrais des gens, un peu comme ce que toi tu fais, mais je rencontrais des Mhm. gens qui étaient dans la spiritualité. Et là, j'ai commencé à développer d'autres aspects de la spiritualité que je ne connaissais pas. Tu Mhm. sais. Puis, fait que ça m'a aidé à me libérer de ma peur. Fait que j'en OK. parlais, mais tu sais, je parlais de mon expérience paranormale, mais je ne parlais pas vraiment du message. Tu sais, Mhm. j'étais comme encore hésitante. Aujourd'hui, je suis prête à livrer ça. Puis un grand défi que je vis encore aujourd'hui, c'est que moi, quand j'ai fait une tentative de suicide, une des choses qui m'a amenée à la grosse dépression aussi, c'est que je vivais énormément de colère et de peine en moi. Mhm. Et pour moi, c'est un défi quotidien. C'est pas que j'ai de la colère encore aujourd'hui, là, mais c'est un défi quotidien de ne pas me laisser emporter par mes émotions. Parce que, étant donné que je suis une hypersensible, Mhm. c'est facile. Et ce qu'il y a de plus difficile, je trouve, au niveau émotionnel, c'est quand t'as des émotions contradictoires. Mhm. Tu sais, comme la colère, la peine, tu sais, ça se contredit quand même, tu sais, mais souvent ça Mhm. vient ensemble, mais ça se contredit. Il y en a une que tu es dans ta vulnérabilité, puis dans l'autre que tu es vraiment en colère, puis tu as envie de sortir le méchant. Là. Mhm. Mais aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de cette colère-là.
Puis la colère, c'était dû beaucoup au fait que j'essayais de m'exprimer, puis ça ne marchait pas. J'essayais de pas m'exprimer dans la vie de tous les jours, ça, il n'y a pas de problème, mais au point de vue fondamental, je n'étais pas capable de me faire entendre. Mais ma différence au niveau de la spiritualité, je n'étais pas capable de me faire entendre. Je n'étais pas dans un environnement qui était ouvert à ça, premièrement. Fait que mon émission m'a aidé parce que là, les gens me croyaient. Les gens souvent, les gens que je rencontrais en entrevue, c'était des gens qui avaient déjà vécu des choses semblables à moi. Donc, les autres, ils savaient, là, juste en me jasant avec moi, ils voyaient non plus que je ne faisais pas semblant, parce qu'on le ressent aussi, parce que on s'entend qu'il y a des gens qui vont l'inventer aussi. Là. Mais quand tu parles beaucoup avec une personne, tu t'en rends compte à un moment donné si c'est vrai ou pas. Là, quand tu as une certaine. Tu es attaché un petit peu à tes émotions, tu es proche de tes émotions, tu le ressens. Là. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que c'était ton pourquoi à travers cette expérience-là? Qu'est-ce qui t'animait profondément? Par rapport à mon projet de message à l'humanité que je voulais livrer, tu veux dire, là, ben, c'était ma conviction profonde que le monde vivait dans une espèce d'illusion. Puis moi, je ressentais, je suis une fille à conviction vraiment, là, tu sais. Puis je me disais, je sentais que j'avais la force en moi de l'exprimer, mais j'étais comme bloquée. C'est dur à expliquer. Puis, en fait, c'est ça, c'était vraiment comme un blocage, puis que j'ai finalement réussi à sortir heureusement, mais c'était important pour moi de livrer ce message-là parce que quand j'étais jeune, je me sentais différente, mais je me sentais pas. C'est sûr que ça a joué un peu sur ma confiance en moi du fait que j'étais différente, mais en même temps, je savais que je n'étais pas déficiente. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pas déficiente, je ne parle pas au niveau de difficulté mentale, mais je parle déficiente dans le sens que je savais que je n'étais pas folle, là. Tu sais, que ma vision, il fallait juste que les gens, que je prenne la peine de l'exprimer, puis que les gens prennent la peine d'écouter pour comprendre. Puis aujourd'hui, on parle beaucoup du nouveau monde. Les gens sont de plus en plus ouverts à ça. Puis, écoute, ça m'a étonnée, puis ça ne m'a pas étonnée. Tu sais, quand j'ai commencé à en entendre parler, parce que moi, j'étais en plein dedans. J'étais en plein dans ça. J'y croyais à ça. Et là, aujourd'hui, les gens qui sont dans la spiritualité, ils sont tous là, ils sont quasiment tous rendus là. Ils savent que les énergies changent, parce qu'en fait, c'est pas différent, c'est notre niveau de conscience qui s'élève, puis on prend conscience de où on est. Exact. Mais c'était tout un défi, parce que c'est pas le genre de défi que monsieur, madame, tout le monde vont se fixer. C'est vraiment d'aller à contre-courant. Puis c'est pas facile. Mais même si je suis à contre-courant, ben, aujourd'hui, je me sens plus dans le courant, vu que je suis avec des gens plus comme moi. Puis toi, en tant que messagère de ce beau message-là, ben, la Sophie, la femme à travers ça, est-ce que tu es en mesure de percevoir des changements en toi comme humaine? Beaucoup, beaucoup, parce qu'aujourd'hui, je vis beaucoup plus dans le présent. Chose que même pendant que j'étais très, très spirituelle, j'écrivais mon livre, je n'étais pas encore tout à fait connectée au présent. J'étais connectée au présent quand j'écrivais, quand j'étais en méditation, quand je communiquais avec le frère André, mais quand je tombais dans mes problèmes, j'étais très dans le mental, beaucoup dans le mental, tu sais. Donc, j'ai réussi à me libérer de ça. Donc, aujourd'hui, je vis au jour le jour. Je ne me stresse plus avec tout et rien. Quand je commence à être stressée, je me parle. Je me dis, ça vaut-tu la peine, là? Puis moi, je ne sais pas si tu peux le voir là, à l'écran, mais moi, j'ai un tatou sur le bras ici, là, le yin et le yang. Et ça c'est drôle à dire, mais ça m'aide, OK? Parce que moi, je me l'ai fait faire quand j'ai sorti de l'hôpital. Après ma tentative de suicide, j'ai été 3 semaines à l'hôpital. Puis je l'ai fait pour me rappeler de garder mon équilibre. Ça fait que maintenant, quand j'ai des émotions qui sont très intenses et que je commence à... J'ai l'impression de tomber par le bas. Ben, je vois mon tatou, je le touche, puis ça me ramène. C'est un truc que je me suis donné. C'est un bon truc. Puis tu sais, c'est tellement un grand apprentissage d'apprendre à... Tu sais, parce que on le sait qu'il faut vivre l'instant présent, mais... On le fait pas tout le temps. Ben, c'est ça! T'sais, on le sait avec notre tête, mais de l'intégrer vraiment dans notre vie quotidienne, c'est tout un défi, là. Exactement. À quoi t'attribues ton succès? Ma détermination. Tu sais, quand j'étais jeune, je me faisais dire des fois que j'étais têtue, j'étais tête de cochon.
Puis moi, je n'ai jamais accepté cette étiquette-là. Puis je vais te dire pourquoi. Il y a une différence entre être déterminé et être têtu. Tu sais, être tête de cochon, comme on dit. C'est parce que quand on ne rentre pas dans le standard social, il y a les gens qui sont beaucoup, beaucoup dans le mental et qui ne sont pas dans la spiritualité, ils pensent que tu as tort quand tu n'es pas dans le droit chemin. Tu sais, quand tu n'es pas dans le droit chemin social. Mais moi, j'étais tenace, mais je n'étais pas tête de cochon, tu sais, dans le sens que si j'avais tort dans quelque chose, j'étais capable de dire, bon, non, c'est vrai, j'ai pas raison. Puis, fait que je me considérais pas comme une personne têtue, mais par contre, j'étais tenace. Quand j'avais une idée dans la tête, là, quand même, quelqu'un aurait essayé de me convaincre que mes idées n'étaient pas bonnes. Puis à un moment donné, j'ai même ma soeur qui me disait, elle se fâchait un petit peu contre moi parce qu'elle voulait comme, me faire comprendre les affaires, mais moi, je me suis dit, regarde, tu n'es pas dans la même ligne de pensée du tout, fait que je la laissais aller. Puis à un moment donné, je lui ai dit, je dis, écoute, là, honnêtement, là, je dis, est-ce que tu penses que je vais t'écouter, toi ou le frère André? Je dis, je ne veux pas te vexer, là. Mais je dis, là, elle a parti à rire. Fait que je dis, c'est pas, j'ai rien contre toi, là. Mais lui, il est connecté, là. Toi, tu ne l'es pas encore à 100%. Elle a trouvé ça drôle, mais je pense qu'elle a compris aussi à un moment donné que, je veux dire, regarde, moi, j'ai mes convictions, puis c'est correct que tu aies tes idées, mais je dis, moi, tu ne me feras pas changer d'idée là, dans mes convictions profondes. Exactement. Chacun ses convictions. Hein. C'est ça, exact. Oui. Qu'est-ce que tu dirais que c'est la plus belle chose que la vie t'a enseignée à travers cette expérience-là? De faire confiance à sa voix, sa véritable voix. Puis surtout, d'arrêter de chercher l'approbation. Moi, j'ai fait ça longtemps. J'ai fait ça longtemps parce que, tu sais, souvent, là, c'est quand tu es rendu à 20, 25 ans, là, tu te détaches un peu de ça. Tu sais, je veux dire, je dirais pas l'opinion parce que je faisais ce que j'avais à faire, là, mais j'avais besoin de me sentir approuvée. Parce que j'étais jamais approuvée. J'ai jamais été approuvée quand j'étais jeune, ou, parce que j'étais tellement différente qu'on ne m'approuvait jamais dans ce que je faisais. J'ai compris à un moment donné que tu n'as pas besoin d'approbation. Ton approbation est à l'intérieur de toi. Si ce que tu filmes, mets-les en action. That's it. C'est tout ce qui est important. Vraiment. C'est ce que je me disais. Puis aujourd'hui, j'ai appris à vraiment, vraiment faire confiance à ma voix, mais de la bonne façon. Pas avec du stress de fou, puis pas avec l'angoisse de me dire, ben là, les gens ne croiront pas parce que j'avais peur de ça, de me faire prendre pour une folle. Mais c'était pas le fait de me faire prendre pour une folle qui me faisait peur. C'était le fait de ne pas réussir à passer mon message parce que les gens me prenaient pour une folle. Les gens, ils vont dire c'est la même chose. Non, non, c'est pas du tout la même chose parce que moi, ce que les gens pensent de moi, c'est plus ou moins important. Là, je veux dire, c'est sûr, si c'est une personne que tu aimes, c'est sûr que ça va te toucher, mais monsieur, madame, tout le monde qui pense de moi, ça ne change pas grand-chose. Mais j'ai appris, je te le dis, j'ai vraiment appris à m'écouter, à me faire confiance, puis à aller de l'avant. Puis aussi, le fait d'avoir fait une tentative de suicide, mais ça fait réfléchir. Parce que tu dis, est-ce que tu veux tomber bas comme ça? Bas dans le sens que tu es plus capable de te relever. Là, parce que moi, c'était pas... parce qu'il y a souvent un débat aussi par rapport à ça. Hein, quand tu fais une tentative de suicide, est-ce que c'est une faiblesse ou c'est une force ou quoi que ce soit? C'est ni un ni l'autre. Moi, dans mon cas à moi, ben, j'étais plus capable de vivre avec moi-même. J'étais en grosse dépression majeure, j'avais comme de la pression au niveau de la tête. J'étais plus capable de prendre soin de moi. J'étais plus capable d'aller travailler. J'étais plus capable. Donc, je ne voyais plus de solution. Puis, j'ai attendu trop longtemps. Aujourd'hui, je reconnais les signes. Aujourd'hui, quand je commence mettons, je commence à me sentir stressée, je prends du recul. Au pire, je m'en vais me coucher 1 heure ou 2. Je fais attention à moi, puis je vis dans le présent. Très bel apprentissage. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont nous écouter aujourd'hui pour qui ça va vraiment résonner parce que sans se rendre jusqu'à la tentative de suicide, on est tellement plusieurs à ne pas faire attention à nous. On attend vraiment de pogner un mur avant de se réveiller et de dire, ben écoute, là, la vie, c'est ici et maintenant, il faut que je prenne soin de moi parce que si je ne prends pas soin de moi, qui va le faire? Exactement. C'est un piège, hein, parce que les gens au niveau de la maladie mentale, parce que la dépression, on s'entend, c'est une maladie mentale. Les gens, l'invisible, les gens le comprennent mal. Ils comprennent mal l'invisible. Puis moi, même dans mon livre, à un moment donné, j'en parle beaucoup de ça. C'est que si tu vois une personne, par exemple, faire une crise de cœur, elle tombe à terre, elle n'est pas morte, là, mais je veux dire, elle fait une crise de cœur, elle tombe à terre.
tout le monde va comprendre qu'elle a besoin d'aide. C'est ça. Bien, quand tu fais une dépression, c'est la même chose, sauf que c'est pas, tu ne perds pas connaissance, quoi que ce soit, mais dans ta tête, ça ne marche plus. Donc, mais les gens ne comprennent pas que là, tu n'es plus capable de prendre soin de toi. C'est comme si tu étais à terre, puis que tu avais besoin de quelqu'un pour te relever et t'amener. Moi, je n'étais même pas capable de prendre la décision d'aller à l'hôpital. J'étais complètement perdue. J'étais complètement perdue, je ne savais pas où je m'en allais. Là, donc, et ça, une fois que les gens ont compris ça, quand ils l'associent à un mal physique, comme tu vois quelqu'un qui se casse la jambe, mais tu vas comprendre pourquoi il crie. C'est ça. Et quand tu vois une personne qui a un malaise au niveau d'une maladie mentale ou peu importe, tu ne le comprends pas parce que tu ne le vois pas, mais c'est la même chose. Tout à fait. C'est la même chose. Fait que c'est pas le temps, quand tu vois une personne qui est complètement comme ça, c'est le temps de dire, regarde, on va aller à l'hôpital ensemble. Parce qu'elle ne pourra pas prendre cette décision-là. Fait que c'est pas le temps de dire, ben là, voyons, on reprend sur toi, sois fort, ça marche pas, là, tu n'es plus capable. Est-ce que tu dirais ça à la personne qui est tombée à terre avec une crise de cœur? Tu dirais-tu, ben là, voyons, arrête de niaiser, lève-toi. Non, parce qu'on le voit bien qu'il n'est plus capable. Mais quand on ne le voit pas, on a de la misère à comprendre. Tout à fait. As-tu l'impression qu'avec les années, les gens commencent à comprendre l'importance? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus parce que les gens, tu sais, je veux dire, autant le COVID, ça a été difficile pour beaucoup de gens. Moi, je trouve que ça a amené les gens beaucoup dans l'introspection. Et beaucoup de gens se sont comme réveillés d'une certaine façon, dans le sens qu'ils se sont dit, hey, la vie, c'est pas nécessairement ce que j'ai toujours pensé que c'était. Tu sais, tu te ramasses un jour au lendemain, pas d'emploi ou quoi que ce soit, là. Puis tu te rends compte que, oups, il y a quelque chose qui a fait arrêter la planète au complet, là. Ça te fait complètement revoir tes priorités. Donc ça l'a aidé les gens à faire un saut quantique, de comprendre qu'il fallait changer. Oui. Dis-moi, à travers toute cette expérience-là, sur quelles ressources humaines ou matérielles tu as pu compter? Parce que tu nous as dit que tu étais autodidacte aussi, donc il y a sûrement un côté humain, mais il y a sûrement aussi des choses sur lesquelles sur lesquelles tu es tombée qui t'ont amené à comprendre des choses par toi-même. Ben oui, en fait, tu sais, je veux dire, comme même, par exemple, avec ma famille, je veux dire, même si ma famille ne m'a jamais compris, c'est pas une mauvaise famille. Oui. Je veux dire, j'ai toujours eu des ressources, puis dans le sens que si j'avais de la difficulté, il aurait été là, des choses comme ça. Là. Mais c'était plus au niveau de mes projets personnels, de ce que je ressentais, il n'était pas là du tout. C'est ça. Et ça, à ce niveau-là, ben, c'est le frère André. C'était ça ma ressource. Je me suis vraiment accrochée à ça. Et aujourd'hui, mais ça aussi, c'est assez récent, mais j'ai toujours été une personne qui avait des amis, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une tonne d'amis parce que la perception de l'amitié est très différente aussi. Tu sais, quand tu es plus jeune, puis quand tu es dans le faire et tout ça, tu es un petit peu dans la vision de, ben là, j'ai un ou deux amis sincères, là, puis les autres, mais l'amitié, c'est pas obligé d'être ça. Tu sais, moi, j'en ai des centaines d'amis. Les gens vont dire, ouais, mais là, ça ne peut pas tout être sincère. Oui, c'est tout sincère. Sauf que on est tous autonomes. Tu sais, individuellement, on est tous autonomes. Tu sais, je veux dire, j'ai des amis que je parle une fois par mois, d'autres une fois par 3 mois, mais quand on se parle, on est vraiment content de se parler. Fait que moi, j'ai toujours quelqu'un que, quand je ne vais pas bien, là, genre, ben, je vais l'appeler elle, je sais qu'elle va me remettre de bonne humeur, elle est tellement souriante, tellement. Fait que j'ai toujours des ressources à ce niveau-là, tu sais, pour. Je sais, pas pour m'apitoyer sur mon sort, parce que, tu sais, j'appelle pas les gens pour parler de mes problèmes pendant des heures, là, mais pour dire, regarde, elle a une belle énergie, je vais l'appeler, puis ensemble, quand je vais raccrocher, je sais que je vais être super de bonne humeur parce qu'on va connecter, tu sais, à ce niveau-là. Exactement. C'est comme des connexions cœur à cœur ou dans ma âme. Hein? Tu sais, c'est mature comme relation. Fait que, tu sais, t'es pas obligé d'être tout en contact tous les jours pour dire que c'est un ami. Tu sais. C'est comme intemporel. Oui, exactement. Puis comme j'explique des fois à des gens par rapport à l'amitié, c'est que c'est correct que tu as beaucoup d'amis pour une autre raison, c'est que tu es beaucoup moins contrôlant quand tu es comme ça. Parce que, tu sais, comme moi, par exemple, je veux dire, exemple, je dis n'importe quoi comme ça, là. Mettons que moi, j'ai le goût d'aller voir un film. Ben, je n'irai pas voir quelqu'un qui déteste aller voir des films. Je vais appeler mon amie que je sais qu'elle aime ça aller voir un film. Si j'ai une amie qui, elle aime ça danser, moi, j'aime pas ça, aller danser. Bon, ben, elle ne sera pas fâchée que je dise non. Elle va aller voir une amie qui aime ça aller danser. Puis moi, si je suis une certaine maturité dans cette amitié-là, ben, je ne serais pas fâchée parce que je ne serais pas jalouse parce qu'elle est avec une autre amie aujourd'hui, quoi que ce soit. Là, c'est qu'on n'est plus contrôlant. Tout à fait.
Parce que quand tu as juste une amie, là, tu ne peux pas la perdre, là. Tu en as juste Ben une ou oui, deux, là. Hein? ben oui. Mais quand tu en as des centaines, là, ils sont libres, là. Ils sont libres d'avoir les amis qu'ils veulent, puis moi aussi, là. Tout à fait. Ouais, tu viens de toucher quelque chose d'important parce que, tu sais, il y a des gens qui voient ça, une amitié, comme une relation de couple presque. Ben oui, je sais. C'est vraiment, tu sais, c'est presque fusionnel. Des fois, on étouffe à travers ça. Là. C'est comme vraiment exigeant. Ben, en tout cas, Exactement. je trouve ça bien, le point de ta porte. Oui, vraiment. C'est vraiment comme ça. Puis moi, j'ai une de mes amies à qui j'ai fait comprendre ça parce qu'elle elle est un petit peu dans ce monde-là, tu sais, d'avoir, je suis sa seule amie. Puis, sa seule amie proche, elle en a d'autres, mais je veux dire, sa seule amie proche. Et elle a eu la misère avec ça. Elle avait un petit côté jaloux des fois, mais je dis garde, tu vas être jalouse souvent, là, parce que je dis, moi, j'en ai des centaines, puis je ne changerai pas ça, là. Tu sais, si tu vas être jalouse souvent, là, il faut t'arrêter ça, là, tu sais. Puis aujourd'hui, elle trouve ça drôle, tu sais. Elle a comme compris que moi, c'était ça. Puis que, tu sais, ça n'a rien à voir avec le fait que je l'aime moins. Non, le fait d'avoir d'autres personnes ne t'empêche pas d'aimer autant la personne. C'est là que les gens ne comprennent pas quand ils sont dans le contrôle. C'est qu'ils pensent que quand tu donnes à quelqu'un d'autre, parce que tu leur enlèves quelque chose à eux, tu n'enlèves rien à personne. Effectivement. Dis-moi, à travers tout ton processus, quelle qualité as-tu développée selon toi? Qu'est-ce que ça t'a amené à développer? La communication. Veux pas, la communication m'a beaucoup apporté parce que premièrement, c'était important pour moi de communiquer avec les gens. Je suis une personne qui est proche des gens. Puis, avec mes différences, il a fallu que j'apprenne à communiquer mieux. À communiquer mieux dans le sens, je vais t'expliquer, c'est parce que quand tu as une perception de la vie différente, des fois, tu vas dire des choses que les gens vont mal interpréter parce qu'eux ne pensent pas comme toi. Okay? Je vais te donner un exemple très simple. Moi, par exemple, par rapport au système d'éducation, je performais à l'école, ce n'est pas un problème, mais je n'aimais pas l'école. Okay? Pour moi, je me disais, ça n'a rien à voir, les résultats scolaires n'ont rien à voir avec l'intelligence. Je veux dire, c'est une forme d'intelligence. Je ne dis pas que tu n'es pas intelligent quand tu es bon à l'école, c'est pas ça que je dis. C'est une forme d'intelligence, mais il y a plein de sortes d'intelligence. Alors, à un moment donné, j'avais dit à une personne, j'ai dit, regarde, ton garçon, il ne sera peut-être pas bon à l'école, parce qu'il est plus créatif, tout. Mais lui, ce qu'il avait entendu, pourtant, c'est pas ça que j'avais dit, là. Lui, il avait entendu que je l'avais traité de niaiseux, son fils. Donc, puis ça m'a pris des années à comprendre qu'il était fâché après moi parce que j'avais dit. Fait que tu vois comment c'est important, à quel point que quand tu es différent, ça peut te nuire des fois quand tu n'es pas conscient de ta différence ou tu n'es pas conscient de comment communiquer cette différence-là. C'est vrai. Puis, à un moment donné, j'y avais expliqué, quand je m'étais rendu compte de ça, j'ai dit, moi, je n'ai jamais voulu dire ça comme ça. C'est pas ça, ça sens ça du tout. Puis là, j'ai expliqué ma perception. Moi, au contraire, j'ai dit, ce que je voulais lui transmettre comme message, c'était complètement l'opposé. Moi, ce que je voulais lui transmettre, c'est donne-y pas des complexes parce qu'il n'aime pas l'école ou qu'il n'est pas bon à l'école. Parce que ton fils, il a un côté plus artistique, fait que son intelligence est ailleurs que dans ce que le système d'éducation développe. Exactement. Mais ça, j'ai pas dit que j'ai jamais pensé que son fils n'était pas intelligent. Ça. Mais lui, il l'a interprété comme ça. Mais oui, puis tu sais, ça devait venir toucher une blessure parce que lui, justement, il avait peur de ça. Hein? Mais oui. Fait que au niveau de la communication, j'ai énormément. Puis maintenant, là, quand je parle, je fais attention. Mettons que je dirais un commentaire comme ça à quelqu'un. Avant ça, je lui expliquerais ma perception de l'école. Tu vois la différence? Fait que là, il comprendrait que c'est pas une insulte que je viens de dire. Ouais. Tu sais? Fait que ça m'est arrivé souvent. Puis des fois, j'avais des gens, des fois, qui étaient brusques avec moi. Puis je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Lui, j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai été gentille avec lui. Bien, j'ai compris que c'était ça. C'était une friction de leur côté parce qu'ils pensaient que je les avais insultés. Spécial, hein? C'est tout un art, la communication. Oui. Pourtant, moi, je me disais, non, il me semble que je suis une bonne communicatrice. Mais à ce niveau-là, je n'avais pas compris quelque chose. C'est ce qui me causait des problèmes. Tout à fait. Si c'était à refaire là, ton parcours, est-ce que tu ferais les choses de la même façon ou maintenant que tu as du recul un petit peu, tu dis il y a des choses que je ferais différemment? C'est sûr et certain que ça serait différent dans le sens que je vivrais au jour le jour. Je mettrais mon expérience d'aujourd'hui dans ça. Donc, je ne me rendrais probablement pas à un épuisement dans un premier temps, parce qu'en étant beaucoup moins dans ton mental, en étant plus dans l'être, je me serais écoutée. Quand j'étais fatiguée, j'aurais arrêté, premièrement. Hein?
Puis, tu sais, quand ça roule tout le temps, là, ton petit hamster roule tout le temps, là, et que c'est épuisant. C'est Vraiment. épuisant mentalement, c'est épuisant même physiquement. Donc, c'est sûr que ça serait différent. C'est sûr, sûr, sûr. Tu sais. Fait que moi, le meilleur conseil que je peux dire aux gens, c'est justement d'apprendre à rentrer au niveau du cœur. Tout passe par là. Tu sais, et puis, il y a tellement, tellement de stéréotypes et de standards à suivre dans la vie que c'est pour ça qu'on tombe dans notre mental. On est trop programmé. Tu sais, mais il faut lâcher ça. Puis c'est en train de changer, ça, parce que justement, il y a des gens comme toi, comme moi, qui, tu sais, qui vont livrer des beaux messages aux gens pour les coacher d'une certaine façon ou juste les partager, tout simplement. Là. Ouais. Tout à fait. Puis, tu sais, à partir du moment où on a intégré ça, Oui. ben, moi, personnellement, en tout cas, je trouve ça tellement libérateur de pouvoir juste être. J'ai plus à répondre au regard des autres. Tu sais, je partage, je suis moi, oui, puis c'est tout. Mais juste en étant, ben, ça incite les autres à être eux-mêmes, eux autres aussi. Exact. Exactement. Puis aussi, quand on s'accepte comme on est, ben oui. Les gens nous acceptent comme on est aussi. Exact. Moi, maintenant, là, honnêtement, c'est rare que quelqu'un ne m'aimera pas. Tu sais, je veux dire, je ne te dis pas qu'il va devenir mon grand ami et que nécessairement on va aller prendre un café. Là. Mais c'est rare maintenant. Puis quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait que je ressentais qu'il y avait des gens qui ne m'aimaient pas. Puis je n'ai pas changé vraiment. À l'intérieur de moi, je n'ai pas changé. Mais ma façon de m'exprimer, ma façon de passer du mental au cœur, ça a fait une grande différence parce que je me suis acceptée comme j'étais. Tout à fait. Puis là, disons que je te mettais face à face avec soit la Sophie d'il y a 10 ans ou celle avant ton événement bascule. C'est à ton choix, là. Qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre comme message, toi, aujourd'hui? Ben, je pense que le plus important, là, c'est d'arrêter de chercher l'approbation. Moi, ça serait ça. Parce qu'une fois que tu as arrêté ça, tu commences à tomber dans le cœur. Parce que quand tu attends l'approbation, tu es toujours en attente de quelque chose qui n'arrivera jamais. Quand tu es différent, surtout. Donc, moi, ça serait ça le meilleur conseil que je lui dirais. Puis je lui dirais, prends le temps de te reposer, lâche tous tes multiples. Arrête de te faire des scénarios dans ta tête qui se présenteront peut-être probablement jamais. Tu sais, gars, comme moi, là, j'ai angoissé pendant une partie de ma vie. Là. Puis aujourd'hui, je livre mon message, puis il n'y a personne qui me donne des obstacles. Mais pendant des années, je pensais que ce serait l'enfer, puis que je ferais rire de moi. Puis comme je te dis, c'est pas le fait qu'il rit de moi, mais c'est le fait que s'il rit de moi, je ne réussirai jamais à passer mon message. C'est ça. C'était dans ce sens-là. Fait que ce serait ça que je lui dirais, puis je pense qu'elle comprendrait aussi. Mais justement, cette Sophie-là, là, qu'est-ce qu'elle vous dirait en te voyant, toi, aujourd'hui? Ben, elle serait surprise. Elle serait surprise dans un premier temps de voir comment que je suis rendue aujourd'hui. Je pense qu'elle me prendrait un peu comme sa grande sœur. Elle me prendrait un peu comme sa grande sœur qui dit, regarde, crois en toi. Là. Crois en toi, puis laisse faire l'approbation, puis des autres, puis écoute ta voix, parce que moi, je suis convaincue qu'on a toute une voix intérieure et que tout le système de compétition au niveau mondial, au niveau des gens et tout, là, c'est toutes des illusions dans lesquelles on vit. Et que si chaque être humain écoutait sa voix, on n'aurait même plus besoin de compétitionner parce que la compétition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux tasser quelqu'un pour prendre sa place. Mais si on écouterait notre voix, on n'aurait plus besoin de tasser personne parce qu'on aurait chacun notre identité vers un but commun plutôt qu'à l'inverse. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un but commun social que tout le monde se bat pour atteindre. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut qu'on développe notre but intérieur, notre voie intérieure vers ce but commun. Exactement. Alors, c'est une perception complètement opposée à ce qu'on fait. Exactement. Puis on a l'impression qu'il faut se battre pour prendre notre place alors qu'il y a juste notre place à nous. Tu sais, si toi, tu ne prends pas ta place, il n'y a personne qui va la prendre à ta place, ça va rester vide, c'est tout. Ben oui, c'est ça, exact. C'est spécial. Et, moi, je vois beaucoup le monde, Isabelle, là, comme un gros casse-tête. Le potentiel humain, là, tu sais, le casse-tête, c'est beaucoup employé là, comme analogie, mais moi, je trouve que c'est une belle analogie. Puis moi, je pense que chaque être humain, on a des dons. Pour moi, des dons, c'est des formes d'intelligence en passant. Pour moi, c'est des différents types d'intelligence. Puis, autant toi, tu vas mettre quelques pièces dans le casse-tête. Moi, je vais mettre quelques pièces. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a des gens qui ne mettent pas des pièces?
mais des fois, tu ne peux même pas comprendre le dessin du casse-tête. Mais des fois, oui. Si, exemple, on a des casse-têtes dans le ciel, puis c'est tout bleu, ben, s'il manque 10 casse-têtes bleus, on est capable d'imaginer que c'est un ciel. Ouais. Mais si il y a un petit chien en bas, puis qu'il manque les 3 morceaux qui constituent le petit chien, ben, tu ne sauras jamais que c'est un petit chien s'il manque ces pièces-là. Puis je pense que la vie, énergétiquement, on est fait comme ça parce que les êtres humains, notre force, c'est de s'unir. Donc, aucun être humain ne détient toute la connaissance. On a la connaissance instinctive, mais il n'y a aucun être humain qui a toute la connaissance et c'est fait pour ça. Parce que si une seule personne la détiendrait, on ne travaillerait pas en équipe. C'est vrai. Okay? Fait que moi, c'est comme ça que je vois la vie. Fait que votre pièce de casse-tête, là, puis ça n'a pas d'importance, là, si c'est 1 ou 25 pièces, là. Parce que ta pièce, c'est peut-être celle qui a un morceau très important, là. Il faut que tu le vois, le petit chien, là, puis c'est toi qui l'as, la pièce du petit chien, là, puis il manque, là. Fait que ton rôle est extrêmement important, que ce soit une pièce ou plusieurs. Tellement. J'aime tellement cette analogie-là, là, vraiment. Dis-moi, comment tu décrirais ta philosophie aujourd'hui au quotidien? Ben, au quotidien, ça le dit, hein, c'est de vivre dans le présent. Moi, ma philosophie, c'est de vivre dans le présent, de voir la vie à travers, au lieu de le voir à travers mon mental, de le voir à travers mon cœur. Et tu sais, des fois, les gens me disent, toi, Sophie, tu ne vois pas le mal dans personne. Tu sais. Mais je dis, c'est pas parce que je ne vois pas les défauts des gens. Ça n'a pas rapport. C'est parce que moi, je préfère m'arrêter au beau côté des gens, parce qu'on a tous des défauts. On a tous des niveaux de développement personnel différents. Et quand on voit le beau côté des choses, curieusement, c'est ce beau côté-là que les gens nous livrent. C'est vrai. Et quand on s'attarde aux défauts, ben, c'est ça qui va nous repéter en face tout le temps. Fait que moi, j'aime bien mieux voir le beau côté, puis de développer, d'aider les gens à se développer que l'inverse. Bon, mon téléphone sonne, mais je pensais que j'avais fermé l'alarme. Ça va arrêter bientôt, désolée. Pas de problème. Oui. Maintenant, j'aimerais ça savoir si, à travers tout ton parcours, tu es tombé sur des outils que tu pourrais nous partager, soit des livres, des conférenciers que tu as écoutés, des formations auxquelles tu as assisté, peu importe. Ben, en fait, moi, j'ai lu des centaines de livres en développement personnel. Les titres, je ne suis pas bonne pour retenir ça. Mais moi, au niveau du mental, là, qui est vraiment, c'est pas nécessairement spirituel, mais au niveau du mental, Anthony Robbins, pour moi, a été quelqu'un de très important. J'ai lu beaucoup de livres sur le frère André aussi. C'est pas parce que j'ai... le frère André, c'est parce que je m'identifiais beaucoup à cet homme-là. C'est un homme il était humble, c'est un homme qui était humble, puis c'est un homme que... théoriquement parlant, il aurait pas. C'est pas normal qu'il ait réussi à faire ce qu'il a fait. Tu sais, dans le sens que, pour les gens qui ne le savent pas, il a été le fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph. Et lui, c'était un frère, là. Il n'avait aucune influence dans la religion. Comment est-ce qu'il a fait pour faire bâtir un oratoire? Puis je trouve que c'est tellement un beau modèle, dans le sens que peu importe où tu es dans la vie, peu importe qui tu es, là, écoute ta voix, là, puis c'est incroyable où est-ce que tu peux aller. Tellement. Et d'autres personnes que moi, j'ai beaucoup aimées, c'est Anne Sullivan et Helen Keller. Je ne sais pas si vous les connaissez, là, c'est la jeune fille qui était sourde, muette et aveugle, mais en fait, elle n'était pas muette, il pensait qu'elle l'était. Et Anne Sullivan, c'est son professeur qui a développé le potentiel en développant un langage. Et moi, c'est 2 femmes, autant l'une que l'autre. Et Anne Sullivan, c'est pour sa force de caractère qu'elle m'a énormément. Je m'identifiais beaucoup à elle dans le sens qu'elle n'avait pas peur. Là, tu sais, elle, là, puis je me disais, tabarnouche, je savais que j'avais cette force-là à l'intérieur de moi, mais je n'étais pas rendue là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Ouais. Fait que je la regardais comme un modèle, même si je savais que j'étais moi-même ça, mais je n'avais pas encore trouvé les outils, comme tu dis, pour me rendre là. Fait que pour moi, ça a été un modèle. Et Helen Keller, ben, c'est un exemple de potentiel humain. Cette femme-là a développé de beaucoup, là, pas juste un petit peu, là, de beaucoup la culture générale de monsieur, madame, tout le monde, en étant sourde, muette sourde et aveugle et presque muette. Là. Ben, je ne dirais pas presque muette, c'est pas vrai parce qu'elle parlait en dernier.
Anne Sullivan lui a enseigné ça. Et Ouais. pour ce qui est des autres, ben, c'est des auteurs un peu, tu sais, dans les plus connus, là, un peu que j'ai lus. J'en ai lu des centaines, mais les titres et tout, là, je suis vraiment pas bonne dans ça. Là. Ouais, c'est pas grave. Mais oui. C'est Mais moi, déjà moi, super c'était les gens inspirant. qui, pour moi, c'est les personnes qui m'ont le plus euh, guidée, tu sais, qui m'ont donné comme une Mm. lumière, tu sais, un peu comme la petite lumière au bout du tunnel, là, que Mhm. moi, ces gens-là, ils m'inspirent. Ouais. Merci. Puis si tu avais un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, soit qui vivent un mal-être profond, qui sont près, ben, en tout cas, dans la dépression, quelque chose comme ça, ou Mhm. quelqu'un qui peut vivre une expérience spirituelle un peu à l'image de ce que tu as vécu. Aurais-tu des conseils à donner à ces femmes-là? Moi, je leur dirais de refuser toutes les étiquettes qu'on leur a mises sur la tête. Mm. OK? Parce que ça, là, ça détruit la confiance en soi. Puis d'écouter leur voix. Mm. Tu sais, des fois, on se dit, Caroline, moi, j'aurais aimé ça, faire telle chose dans la vie, ou écoute ta voix, laisse faire, tu sais, l'approbation, tout ça, là, tu ne l'auras pas, l'approbation. Mhm. L'approbation, tu vas l'avoir seulement, mais que tu aies réussi. Mhm. OK? Parce que là, les gens, ils vont le voir que tu l'as, fait qu'ils n'auront pas le choix de dire que tu l'as, mais tu ne l'auras jamais. Tu n'auras jamais cette approbation-là tant que tu n'auras pas atteint ce que tu veux. Fait que enlève-toi toutes tes étiquettes, là. Tu sais, que tu étais la pas fine parce que tu ne faisais pas comme tout le monde ou tu étais méchante parce que tu ne pensais pas comme tout le monde. Enlève-toi tout ça. Ou que tu n'étais pas bonne parce que peut-être à l'école, tu n'étais pas performante. Mhm. Enlève-toi toutes ces étiquettes-là parce que c'est toutes des menteries. La vérité est en toi. Mhm. Puis chaque être humain est important. Mhm. Rappelez-vous le Tellement. casse-tête, chacune Mhm. des pièces est importante. Vous faites partie d'un tout. Puis les gens qui suivent la spiritualité là, savent qu'on est toutes reliées énergétiquement. Mhm. Donc, quand on se croit inférieur ou même supérieur, parce que c'est à deux sens, Mhm. on, on est dans l'illusion. Fait que si tu te sens supérieur ou inférieur, dis-toi bien que tu es dans l'illusion. Donc, focus sur ce que tu veux en dedans de toi, développe ça, puis ta place, tu vas la prendre tout naturellement, puis fais confiance. Mhm. Demande de l'aide. Demande de l'aide, ça peut être des gens autour de toi si tu veux de l'aide, mais demande aussi de l'aide en haut. Si tu es croyant, si tu crois vraiment Mhm. à cette belle énergie-là, demande de l'aide aux anges, peu importe à quoi tu crois, demande de l'aide parce que souvent, quand on commence à croire, il y a beaucoup de synchronicité qui arrive dans notre vie aussi, puis que les choses se Mhm. placent. Fait que pose ton but, tes rêves, puis demande-leur de t'aider à réaliser cette belle voie-là. Mhm. Quel beau message. Toi, Sophie, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les années à venir? As-tu un projet que tu aimerais concrétiser ou qu'est-ce que je peux te souhaiter de meilleur là, pour ce qui s'en vient? Écoute, pour moi, ce que je rêverais vraiment, vraiment, là, ce qui est le plus important, c'est de réussir à livrer mon message, comme que je dis Mhm. depuis le début de l'entrevue. Mais j'aimerais gagner ma vie avec ça. Parce que, je veux dire, tu sais, je travaille présentement, j'ai un emploi en plus de ce que je fais là, dans mes projets personnels et j'aime mon travail, là, je ne critique pas rien de ça. Mais j'ai quand même le sentiment de me faire voler du temps précieux à moi. Parce que Mhm. pour le moment, j'ai besoin de cet emploi-là pour vivre, hein, parce qu'on a besoin d'argent, là. Mhm. C'est la Eh réalité oui. pour l'instant dans laquelle on est plongé. Mais moi, ce serait ça, ce serait de réussir à vivre de mes projets d'écriture, de vivre de mes projets de vidéos, de partager, d'apprendre de plus en plus au niveau de la spiritualité. Je veux vraiment être dans le monde de la spiritualité, vivre dans Mhm. ça. Ouais. Mhm. Est-ce que ton livre a déjà été édité? Oui, moi, j'ai écrit 3 livres. En fait, OK. le premier livre que j'ai écrit, c'est Mot à mot. C'est des petites réflexions philosophiques. Mhm. J'en ai 38 dans le premier livre que j'ai publié, mais j'en ai écrit au-dessus de 350 au total, mais ils ne sont pas tous Mhm. publiés. Mhm. Et ça, en fait, c'est plus comme ça ressemble un peu à des poèmes, mais c'est plus des réflexions philosophiques que OK. des poèmes. Et le livre vraiment, là, que je parle vraiment d'inspiration pour de ma vision et tout ça, ça s'appelle Un moment d'attention. C'est un livre que j'ai dû publier en 2 tombes parce qu'il était trop volumineux. OK. Donc, c'est 200 quelques pages chacun, là, donc c'est un petit peu trop gros pour juste un livre. Euh, donc,
C'est ça. Ben, super. Si tu veux, on mettra le lien sous la vidéo quand je vais le publier. Puis Ben oui, les intéressés pourront y avoir accès à ce moment-là. Ben, merci infiniment de nous avoir accordé ce temps-là. Tu es vraiment une personne inspirante. Ben, Tu nous as transmis beaucoup de sagesse. Puis je suis vraiment contente que nos routes se soient croisées. Je te souhaite bonne chance. Aussi. Merci pour l'invitation. J'ai vraiment beaucoup apprécié, moi aussi, l'entrevue. Ben, ça fait plaisir. À bientôt. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là.